Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Olivier, directeur des études, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme Topos. Bienvenue à ce nouveau Quesaco sur territoire des proximités, se déplacer à pied et à vélo. Avec nous ce matin, nous saluons la présence de l'agence d'urbanisme du Havre, avec Aurélie Soulier qui est référente dynamique sociale et mode de vie, et Jean-François Marie qui est référent données et systèmes d'information géographique, donc qui seront nos témoins sur la question de la proximité. Et Julien Salin, donc notre responsable thématique mobilité durable à l'agence d'urbanisme, qui vous fera une présentation sur les enjeux de la proximité. Alors, justement, quelques petits mots d'introduction pour poser le décor finalement de cette question de la proximité. Donc, au final, il est évident que les mobilités structurent fortement notre vie, notre cadre de vie, mais aussi l'ensemble de nos actions du quotidien. Le temps que nous y passons pour accéder à notre travail, mais aussi réaliser tout un tas d'actions quotidiennes, accompagner nos enfants, aller au commerce, etc., sont des éléments évidemment structurants, et l'argent que nous pouvons y dépenser également directement et indirectement dans ces mobilités dimensionne considérablement nos vies quotidiennes. Donc ce sont des sujets majeurs de l'organisation des territoires et de leur aménagement, et pour lesquels effectivement les politiques publiques agissent. Donc les enjeux sont différents selon les âges de la vie. Pour les personnes les plus jeunes et les personnes les plus âgées, qui sont finalement les moins autonomes, elles se rejoignent face aux questions de capacité d'accès physique, mais aussi en termes de moyens de mobilité. Et entre ces deux extrêmes, entre guillemets, on retrouve l'ensemble de la population active qui se voit confrontée à la question de la gestion du temps, donc le temps de déplacement face au temps d'action qui leur reste après ce déplacement, et puis donc les questions de financement que j'évoquais tout à l'heure. Donc la situation de la pandémie et puis la géopolitique mondiale, européenne, exacerbe ces problématiques. Alors, la pandémie a posé la question de la proximité, hein, avec la limitation de 1 km de déplacement autour du domicile, et puis l'accroissement des coûts du pétrole ont accéléré finalement les questionnements autour des mobilités et de la proximité. Dans tous les cas, cela renvoie à des enjeux de ségrégation sociale et aussi des enjeux de ségrégation spatiale. Et dans tous les cas, cela renvoie également à l'accessibilité et donc à la notion de proximité. Donc nous, pour approfondir ces questions, Julien Salin va intervenir en premier. Vous aurez 5 minutes de discussion et de questionnement après cette présentation. Vous pouvez utiliser le chat à cet effet. Puis Jean-François Marie et Aurélie Soulier nous présenteront le travail de l'agence d'urbanisme du Havre de façon plus fine sur les questions de la mobilité et du vieillissement. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et Julien, je te cède la parole. Donc, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous présenter donc, quelques éléments de compréhension qui expliquent la mobilité d'aujourd'hui, qui est principalement une mobilité motorisée. Ensuite, on verra quelques impacts marquants de cette mobilité, surtout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, des prix du carburant élevés. Et enfin, je ferai un panorama le plus complet possible dans le temps qui m'est imparti, de la notion de proximité et du levier qu'elle peut être pour faciliter les déplacements à pied et à vélo. Donc, dans un premier temps, comment on peut expliquer la mobilité qu'on connaît aujourd'hui, la mobilité donc motorisée? L'une des premières explications, c'est l'étalement urbain. Donc l'étalement urbain, pour faire un petit historique assez rapide, ça commence déjà par la révolution automobile. Donc c'est quoi? C'est d'abord une massification de la production, dans les années 30 avec le Fordisme, et ensuite dans les années 50 après la guerre, l'apparition de la société de consommation, ce qui fait que la voiture est devenue un bien proposé des prix accessibles pour une grande partie de la population
française et des pays occidentaux du monde entier. Donc là, on a de fait une offre de mobilité ultra performante proposée à la population. De fait, des aménagements en faveur de la voiture ont été faits pendant plusieurs décennies. Donc on est arrivé à un réseau routier extrêmement performant qui a rendu l'usage de la voiture extrêmement attractif. Dans le même temps, dans ces décennies, on a eu un phénomène de métropolisation qui est une concentration des activités dans les centres urbains, qui a engendré un prix du foncier et des logements croissant, qui a incité fortement une partie de la population à immigrer dans des zones rurales qui sont aujourd'hui devenues des zones périurbaines. Puisqu'en plus, dans le même temps, la maison avec jardin est un souhait, un rêve. Pour beaucoup de Français, c'est une tendance vraiment lourde, qui est toujours d'actualité. En 2021, par exemple, on avait 70 de la population, qui souhaitait avoir une maison avec un jardin. Donc la voiture, du fait qu'elle est devenue extrêmement efficace grâce au réseau routier, a modifié le rapport à l'espace et au temps, pour la population. Le temps est devenu une unité de mesure, ce n'est plus la distance. Quand on réfléchit à ce qu'on est capable d'investir en temps de parcours, pour aller sur son lieu de travail, est-ce qu'on peut faire, 10 km, 15 ou 20 kilomètres dans un temps acceptable? C'est la question que l'on se pose. Donc ce qui a engendré un éloignement des zones d'habitat, et des zones d'emploi. Et ce qui est important, c'est que cet éloignement, en fait, a conditionné encore plus l'usage de la voiture, puisqu'on le voit dans les chiffres, plus les distances augmentent et plus la voiture devient attractive, en temps de déplacement. Donc sur la droite, vous avez une vraie illustration, de ce que peut coûter un trajet. Alors j'ai mis un exemple entre un habitant de Neuville-aux-Bois qui fait un trajet tous les jours pour aller vers Orléans. Alors pourquoi Neuville-aux-Bois? Parce qu'en plus, c'est une population qui est captive, qui a peu d'offres, voire pas du tout, alternatives à la voiture individuelle. Donc là, à la fin du mois, ça fait un coût de 410 €. On arrive à 410 € avec un ratio de 40 centimes du kilomètre, qui est une moyenne, hein, bien entendu, des petits véhicules coûteront un peu moins cher et des gros coûteront un petit peu plus cher. 410 €, c'est quoi? Mais c'est un tiers du revenu, un quart du revenu du SMIC, excusez-moi. Non, si, un tiers, je dis une bêtise, un tiers du revenu du SMIC. Donc là, on s'aperçoit que le coût de la mobilité peut être un vrai facteur de précarité pour les ménages. Donc ça, c'est valable que pour une voiture, sachant que la motorisation est souvent multiple. On a le mari et la femme, en tout cas, on a deux voitures dans le couple, de manière très générale, dans ces zones périurbaines comme autour de Neuville-aux-Bois. Mais la voiture, et ça c'est moins su, est aussi un coût pour la société, pour la collectivité plus généralement. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Le premier qui a été calculé par la Direction générale du Trésor, donc des services de l'État, la voiture coûte 13 centimes du kilomètre. Alors, qu'est-ce que c'est 13 centimes du kilomètre? En fait, c'est un calcul qui a été fait. C'est un delta entre les externalités financières positives, la voiture, combien elle rapporte à l'État en termes de taxes notamment, mais également ce qu'elle coûte en termes d'entretien de la voirie, de pollution ou d'accident, par exemple. Donc à la fin, on arrive à une différence négative de 13 centimes. Ça veut dire que pour chaque trajet en voiture, il faut subventionner, enfin la collectivité subventionne encore de 13 centimes le déplacement en voiture. À noter qu'il y a une vraie disparité entre les énergies au niveau du coût kilométrique. Si je prends une autre étude qui est un petit peu plus globale, qui a été faite par la revue Science Direct, qui a été publiée dans cette revue-là, donc vous pourrez retrouver si vous le souhaitez, on s'aperçoit aussi que la voiture, d'après cette étude, coûte 11 centimes par kilomètre à la société. Donc on se rapproche des 13 centimes, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le vélo et la marche à pied rapportent à la société. Le vélo rapporte 18 centimes par kilomètre, et la marche rapporte 37 centimes par kilomètre. Alors ça, c'est un peu conceptuel, voire même un peu fumeux, donc j'ai juste pris un exemple assez concret. Si on prend 2 individus qui vont 3 fois par semaine, à la boulangerie chercher son pain sur un déplacement de 2 kilomètres, donc exemple qui peut tout à fait arriver. À noter que le coût d'achat sur une année, d'une baguette, on serait aux alentours de 175 €. Donc ça, c'est important. Si on prend la personne qui prend la voiture, on s'aperçoit que son trajet est subventionné à hauteur de 68 € sur l'année. On a aussi, un coût pour lui, pour se déplacer en voiture pour acheter sa baguette qui est d'environ 250 € sur l'année. Donc ce qui fait, quand on calcule tous les moyens financiers mobilisés, un coût unitaire de la baguette à 3,16 €, donc plus de 3 fois son prix. Et à l'inverse, sachant que le vélo, pour prendre l'exemple du vélo, son utilisation est extrêmement marginale, elle rapporte à la société. Donc là, on voit que la différence est plutôt abyssale.
L'autre impact qui est important, c'est les gaz à effet de serre. Et les polluants. Donc on a peu d'évolution positive depuis 20 ans, malgré un progrès technique, existant, mais on a aussi 3,5 millions de voitures en plus en 10 ans, qui peut expliquer, cette tendance à la stabilisation, malgré qu'on ait, besoin pour atteindre la neutralité carbone, d'une baisse sensible, des émissions. On le voit sur le graphique avec la courbe en violet. Par contre, on s'aperçoit que dès qu'on limite les trajets en voiture, donc on le voit sur le graphique, en 2020, qui a été l'année où on a vraiment limité à cause du Covid, les trajets, on a un vrai creux. Donc preuve que la voiture a un vrai impact sur ses émissions. Alors c'est valable pour les gaz à effet de serre comme pour les polluants, bien entendu. Et malheureusement, on peut le dire comme ça, le trafic routier en 2021 est déjà revenu, au niveau de 2019 quand on reprend les chiffres de 2000, le chiffre du CEREMA. Donc enfin, dans ce contexte de réchauffement climatique que l'on connaît depuis, plusieurs décennies aujourd'hui, on est aussi dans un contexte de rupture avec des crises majeures qui ont eu lieu depuis 2 ans. Donc la première, c'est le Covid-19 avec le confinement et le déconfinement. Le confinement, on peut se poser la question, pour certaines personnes, ça a pu être une remise en question sur les modes de vie. Pourquoi? En fait, on a redécouvert des déplacements de proximité. Pour prendre l'air, notamment pour les personnes en appartement, c'était devenu tout de suite plus attractif de prendre la marche à pied, de prendre le vélo d'aller à pied chercher son pain ou aller faire ses courses. Donc il y a eu un besoin qui est apparu, surtout dans un contexte où, les gens avaient peur du virus, donc forcément peur de la fréquentation des transports en commun notamment. Donc il y a eu une vraie demande sur les vélos et la marche à pied. Donc pour preuve, si on prend l'exemple du pont de l'Europe à Orléans, on a un trafic vélo, qui a presque doublé entre mai 2019 et mai 2020. Donc ça a généré une vraie accélération des politiques publiques en matière de modes actifs, hein, avec la mise en place notamment de coronapistes partout dans le monde, mais également à Orléans. Donc vous avez un exemple sur la droite sur la présentation, mais aussi on a un exemple qui est connu par tout le monde quasiment, c'est le pont Georges V, avec un vrai réaménagement et qui a été pérennisé et qui est plutôt apprécié. Le confinement aussi a généré un autre moment un peu de rupture dans les pratiques que l'on peut avoir, par rapport au travail, c'est le télétravail. Quelques chiffres. Le premier confinement, on a une mise en œuvre du télétravail assez massif. On a eu un pic à 41 de salariés qui étaient en télétravail en 2020, alors qu'à l'inverse, en 2010, on n'était qu'à 17. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35 de télétravail. On a des télétravailleurs aujourd'hui qui souhaitent télétravailler plus souvent. Donc ça, c'est une vraie demande. Il y a quelque chose qui est en train de bouger en ce moment sur cette question-là. Et donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu puisque le télétravail, c'est, la possibilité pour la personne qui télétravaille de passer d'une mobilité à la chaîne à une mobilité en étoile. Alors une mobilité en étoile, c'est quoi? En fait, c'est quand on travaille à son domicile, on va partir de son domicile et aller emmener ses enfants à l'école, et on va revenir. On va aller chercher son pain, en partant de son domicile, on va revenir à son domicile et ainsi de suite. Et là, on est plutôt sur des déplacements de proximité. Donc aujourd'hui, ça j'y reviendrai après, ces déplacements de proximité sont principalement faits en voiture, ce qui peut poser question. Et enfin, le dernier élément, et là on est clairement en plein dedans, c'est le prix des carburants. Donc en 2018, pour vous donner un chiffre, donc un chiffre qui est déjà sous-estimé au regard de la situation actuelle, sur les territoires l'année, on avait 14 des ménages qui étaient en précarité énergétique sur leurs déplacements. Pareil, fin 2021, donc je pense que ce sont des chiffres qui sont aussi un petit peu sous-estimés, mais c'est le plus récent qu'on a pu trouver. On a 35 des Français qui considèrent qu'ils devront changer leurs habitudes de déplacement. Donc ce qui fait et 2 tiers d'entre eux souhaitent faire des économies sur leurs loisirs, 56 d'entre eux sur les vêtements et 26 sur les dépenses alimentaires. Donc là, dans le contexte dans lequel on est, avec un prix des carburants qui risque d'être haut de manière durable, il y a un vrai risque, premièrement sur l'activité économique de nos territoires, et deuxièmement, sur un isolement, croissant, de la population. Par exemple, des personnes qui seraient, plus capables d'aller voir leurs parents qui habitent un peu loin, le coût, du déplacement serait bien trop important. Mais également des personnes qui, s'interdiraient d'aller voir un spécialiste au CHR d'Orléans, parce que le coût, du trajet est beaucoup trop important. Donc ça, c'est des risques, qu'on devra affronter, dans les années qui viennent.
Donc ensuite, juste quelques chiffres très rapides pour montrer que les déplacements sont très souvent liés, au domicile. Donc le premier chiffre, c'est que 87 des déplacements ont pour une origine ou une destination le domicile. On a aussi autant de déplacements pour le motif achat ou loisir que pour le travail. Donc ce qui montre que le travail est toujours un déplacement structurant dans le choix du mode de déplacement. Quand on va aller au travail en voiture, on fera tout le reste en voiture. Par contre, le motif travail, n'est pas structurant dans tous les déplacements qu'on doit faire dans la journée. C'est-à-dire qu'on fera d'autres déplacements, et généralement des déplacements plutôt de proximité, comme emmener ses enfants à l'école par exemple ou aller faire des courses. Ces déplacements de proximité sont majoritairement réalisés en voiture. Donc, vous voyez sur le graphique sur votre droite, on a principalement du rouge sur l'ensemble des motifs, hormis études, parce qu'on est plutôt sur une population captive. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que le domicile-travail est un déplacement particulier, qui est plus compliqué à traiter, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un vrai éloignement des pôles d'emploi et des pôles d'habitat. Donc, la voiture est forcément très attractive. Et en plus, dans le couple, il est forcément plus difficile d'habiter à proximité des deux lieux de travail. La proximité, c'est quoi? Bah, d'abord, c'est un quotidien qui est facilité pour les habitants. C'est un concept qui a été, assez très popularisé par le Carlos Moreno, c'est la ville du quart d'heure. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on concentre les besoins essentiels dans un périmètre restreint. Ces besoins essentiels ont été définis comme ceux qui suit, donc l'école, le travail, les soins, le loisir et l'achat. Et l'ensemble de ces besoins essentiels doivent être accessibles en moins d'un quart d'heure à pied ou à vélo. Comment on fait? D'abord, on planifie, et on met en œuvre un urbanisme des courtes distances en concentrant des logements, plutôt sur un secteur resserré et surtout en proposant des logements qui sont accessibles et confortables pour le plus grand nombre de la population. Et on propose ce panier d'équipements ou de services à proximité immédiate. Ainsi, on peut proposer un environnement calme et paisible, la voiture n'est plus nécessitée pour ses déplacements du quotidien. C'est un processus qui est très long, parce que la forme d'une ville évolue très lentement. Donc c'est une planification qui devrait démarrer, dès maintenant. Et parce qu'il y a 3 urgences, et ce à 3 titres. On a d'abord une urgence sociale, et ça, on le sait tous. Si on est vraiment dépendant de la voiture pour vivre en société. Si on n'a pas le permis, toujours compliqué de trouver un travail. Si on n'a pas le permis, ça sera difficile d'accéder, à pas mal de choses de la vie quotidienne. Ensuite, on a une urgence environnementale avec la pollution liée à la voiture et l'impact sur ces paysages. Et enfin, ça on le sait tous, c'est l'urgence climatique. La proximité, est-ce qu'elle existe déjà? Eh ben, elle existe déjà. J'ai pris un exemple sur une étude qui est sortie récemment, la France à 20 minutes à vélo. On a une offre alimentaire qui est accessible à moins de 10 minutes pour 79% de la population. L'offre alimentaire, c'est l'épicerie, les épiceries et les supérettes. On a également 75% de la population qui a un accès aux supermarchés et aux hypermarchés à moins de 10 minutes à vélo. Sur les mêmes chiffres, on a aussi 81% à 20 minutes d'un collège, 67% à 20 minutes d'un lycée et 60% à 20 minutes d'une gare principale. Donc là, on a une vraie majorité de Français qui théoriquement, et je parle bien de théorie parce qu'on oublie la notion de cheminement cyclable pour cette problématique, mais en théorie, on a une large majorité des Français qui est déjà à proximité d'un panel d'équipements du quotidien. Par contre, bien entendu, on en revient au cheminement, pour que ça puisse vraiment fonctionner, on a des vraies infrastructures à développer. Parce que plus on a d'infrastructures sécurisées, plus le vélo devient sécurisé et plus on incite les gens à faire du vélo. En fait, c'est comme pour la voiture il y a plusieurs décennies, plus vite on construira un réseau sécurisé et efficace, et plus vite on aura des vrais flux vélo. Donc comment on peut faire pour connaître ces espaces de proximité? Bah, l'agence a déjà travaillé sur un modèle qu'elle a développé dans le cadre du SCOT d'Orléans Métropole. Hem, Elle a souhaité l'agence, en fait, pour répondre aux vœux des élus, de définir une métropole des proximités, a construit donc un outil qui permet de connaître les espaces de proximité, donc de savoir ce que c'était et où est-ce qu'ils étaient. Donc cet outil est développé. Les principes sont assez simples. On a d'abord une ville élémentaire qui est composée d'un panier d'équipements qu'on voit sur la droite, donc les boulangeries, les commerces alimentaires, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Et en fait, on y met à chaque équipement des zones tampons de 900 mètres qui sont égales à 5 minutes à vélo et 15 minutes à pied. Et le croisement de toutes ces zones donne les espaces où l'ensemble de ce panier d'équipements
est accessible à la population. Et on fait la même chose pour la ville des mobilités avec l'offre Tao structurante, donc des arrêts où une ligne à moins de 10 minutes de fréquence passe, et également les gares dans la métropole. Et le croisement de toutes ces zones donne la ville des proximités. Donc vous voyez sur la carte à droite ce que ça peut donner. Donc la couleur la plus foncée, c'est là où on a le croisement entre la ville élémentaire et la ville des mobilités. Donc c'est quoi? C'est un outil d'aide pour les élus et les techniciens, et ce à trois titres. Le premier, d'abord, c'est de situer ces espaces de proximité où l'ensemble du panier de services du quotidien est disponible. Donc ça permet d'avoir cette connaissance. On a aussi la possibilité d'orienter la programmation des nouveaux projets en partant des besoins quotidiens, puisqu'on sait où sont les espaces où les besoins quotidiens sont satisfaits. Et en dernier lieu, l'outil permet de mettre en lumière les dents creuses en matière de proximité, et ainsi il est possible de faire évoluer ces secteurs pour rattraper le retard et donner à la population un accès simplifié à un panier d'équipements. Donc l'agence, fort de cette expérience, a souhaité développer un outil pour les territoires de l'Orléanais, et un outil qui sera plus adapté aux spécificités de ces territoires. Donc la réflexion est en cours, et notamment sur les équipements et services qui sont à prendre en compte, qui seront peut-être un peu différents. Et enfin, j'en terminerai avec quelques éléments. Pourquoi se déplacer à pied ou à vélo en ville peut rendre la ville plus durable et plus désirable. Dans un premier lieu, on rend de l'espace public aux habitants. Pourquoi? Une voiture, en fait, à l'arrêt déjà, c'est entre 7 et 10 mètres carrés de surface occupée de l'espace public. Et si on prend en compte tous les voies d'accès, la voirie, en moyenne, on est autour de 25 mètres carrés, comme le montre Frédéric Herrand, chercheur à l'Université de Lille. Donc on est sur une surface extrêmement importante. Donc on voit l'exemple sur l'illustration à droite. Vous voyez que pour transporter 60 personnes, l'espace public nécessaire à l'occupation avec les voitures. Pourquoi aussi cet espace? Ça, il faut le souligner, c'est qu'on a un vrai phénomène d'autosolisme qui fait qu'on n'a que 1,4 personnes, tous motifs confondus, en moyenne dans une voiture. Ensuite, on a aussi l'attractivité, l'amélioration de l'attractivité des centres-villes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une vraie légende urbaine chez les commerçants. C'est de se dire, eh ben, pour qu'on ait du business, il faut qu'on ait du parking pour que les automobilistes puissent venir. Mais dans les faits, quand les enquêtes sont faites auprès des clients, ben, on s'aperçoit que les commerçants projettent leurs pratiques de mobilité qui sont extrêmement motorisées par rapport à la moyenne française. Ils ont toujours beaucoup plus de piétons et de cyclistes dans les commerces de centre-ville. Donc il y a une vraie différence de perception. Puis en plus, les études montrent aussi que le panier mensuel est plus important pour les cyclistes et les piétons. Et donc, même si à chaque achat, ils achètent moins qu'un automobiliste, mais ils reviennent plus souvent. Donc le panier à la fin du mois est plus important. Et bien entendu, ce sera beaucoup plus important si on construit un vrai réseau cyclable et piéton pour pouvoir accéder au centre-ville. La mobilité avec les modes actifs, c'est aussi la mobilité santé. Quand on fait de la marche ou du vélo, on diminue le risque pour les maladies cardiovasculaires. C'est été évalué à 30% de diminution du risque. On a 42% aussi pour les cancers, et c'est même préconisé dans le cas de certains cancers comme le côlon ou le cancer du sein. Et enfin, on a aussi l'amélioration de l'espérance de vie, donc en diminuant le risque d'obésité, de diabète et d'hypertension par exemple. Et également, il y a un vrai enjeu, on revient un peu sur l'enjeu de partage de l'espace public. Un cycliste et un piéton sont 2 fois moins exposés à la pollution qu'un automobiliste quand il est bien séparé de la circulation générale. Donc ça, c'est pareil, c'est les études qui le montrent. Donc le vélo et la marche à pied peuvent être un vrai facteur de bien-être pour la population. Et enfin, le vélo et la marche sont au cœur de la neutralité carbone, en tout cas des stratégies qui ont été élaborées par l'ADEME à l'horizon 2050. Il y a une vraie place de la marche à pied et du vélo. Chaque scénario, enfin tous les scénarios prennent en compte ces modes de déplacement entre 20 et 50% de la totalité des déplacements pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc le vélo et la marche à pied sont un vrai levier à actionner pour la transition écologique de nos territoires. Et j'en suis arrivé au bout. Merci Julien pour cette présentation qui
mettait en avant les avantages de la marche à pied et du vélo pour nos enjeux du futur, que ce soit de la transition carbone, la santé et notre porte-monnaie. Est-ce qu'il y a des questions que nos invités souhaiteraient te poser? Par écrit, j'ai une remarque de Monsieur Sébastien Rey qui nous fait remarquer que le télétravail n'est pas forcément vertueux dans le sens de diminution des déplacements, puisque c'est l'occasion d'aller télétravailler plus loin, de faire d'autres déplacements à partir de son lieu de télétravail et d'habiter plus loin et donc d'avoir un trajet plus important à faire pour revenir sur son lieu de travail. Est-ce que tu as des éléments à compléter sur cette remarque? Le son, Julien. Non, j'ai pas d'éléments, je le rejoins complètement. On manque encore un peu de recul sur cet effet, mais c'est un effet rebond qui a été clairement identifié dans les études, que l'on peut avoir à l'avenir, mais on manque encore un peu de recul sur ce phénomène. Mais le risque existe, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce qui vient de vous être présenté, des remarques, des chiffres que vous souhaiteriez voir réitérés pour bien saisir tous ces enjeux? Pas de remarques. Donc, je vais laisser la parole à nos invités. Donc, Jean-François Marie et Aurélie Soulier de l'agence d'urbanisme du Havre, avec qui nous avons échangé sur ces questions de proximité et qui ont réalisé une étude donc, sur le vieillissement et l'accès à la mobilité et aux équipements. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation, parce que pour nous, c'est toujours très intéressant d'échanger avec d'autres territoires. Alors, même si on a tous nos spécificités territoriales, on a aussi des enjeux qui nous sont tous communs, et notamment celui du vieillissement de la population. Donc, on va vous présenter une partie d'une étude qu'on a réalisée l'an dernier sur le vieillissement de la population. On va se concentrer plus spécifiquement sur les aspects de mobilité et d'accès aux services et aux équipements qui concernent plutôt le sujet de ce matin. Alors, si on a travaillé sur le vieillissement de la population, c'est suite à des projections démographiques qu'on a demandé à l'INSEE, donc à l'échelle de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Dans ces projections de population, sans surprise, on a un vieillissement de la population qui est tout à fait conséquent, puisqu'on passerait de 17% de la population qui aurait plus de 65 ans en 2013 à 25% en 2030 et 27% dès 2040. Donc, on voit une hausse de 10 points entre 2013 et 2040, ce qui est considérable. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette modification de la structure démographique, en fait, elle intervient dès 2030, puisqu'on voit qu'on est à 25% dès 2030. Et ensuite, elle progresse encore légèrement, mais enfin, ça se stabilise. Donc, on a une... je suis désolée. Non, merci. Donc, on voit bien que c'est un sujet tout à fait d'actualité qui est en cours, on est en plein dedans. C'est bien la décennie en cours qui va restructurer un peu la structure démographique et que ça va perdurer dans le temps. L'autre observation, c'est que le vieillissement de la population, il va être surtout dans nos territoires, mais il est possible que ça soit pareil pour vous, il va être deux fois plus rapide dans nos communes périurbaines par rapport à la commune du Havre, donc avec des spécificités en termes d'adaptation vis-à-vis du vieillissement de la population, notamment des questions de mobilité et d'accès aux services et aux équipements. Alors, ça ne marche pas, on va le faire comme ça. Tac. Alors, dans le cadre de l'étude, on a, avec toutes les analyses qu'on a produites, on a fait ressortir 4 enjeux. Le premier, c'est la prise en considération des fragilités sociales. La population senior, pour nous, c'est les plus de 65 ans. Évidemment, ce n'est pas du tout une population homogène. D'abord, en termes d'âge, on a décomposé les 65, 79 et les plus de 80 ans, parce qu'au-delà de 80 ans, on a une proportion de personnes qui ont des soucis de
dépendance qui augmente de façon considérable. Mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'une grande majorité des personnes qui ont plus de 65 ans se portent très bien, sont tout à fait mobiles et ont une vie sociale tout à fait complète. Toutefois, voilà, ce n'est pas une population homogène. Par exemple, nous, on s'est rendu compte que les plus de 80 ans, chez nous, avaient un niveau d'isolement, donc des personnes qui vivent seules qui étaient importants, et des niveaux de vie qui étaient particulièrement bas quand on les compare à d'autres EPCI de taille comparable, dont d'ailleurs on a l'EPCI orléanais dans nos comparaisons. Le deuxième enjeu, c'est la question des parcours résidentiels et de l'adaptation des logements. Alors, une grande majorité des Français veut vieillir chez soi, mais pour ça, il faut avoir un logement adapté. Et puis, voilà, est-ce que son chez soi, c'est forcément le domicile que l'on occupe depuis 20, 30 ans, ou est-ce qu'on peut envisager des mobilités, peut-être à proximité, dans les centres-bourgs, etc. Le troisième enjeu, c'est de répondre aux besoins en place en établissement spécialisé. Donc là, les chiffres de l'adresse à l'échelle nationale sont tout à fait conséquents, puisque à 2050, il faudrait prévoir, à politique de maintien à domicile inchangé, une progression de 50% à peu près des places en EHPAD et de 74% en résidence autonomie. Donc on voit que les besoins sont tout à fait conséquents. Voilà, donc comment est-ce que aussi vis-à-vis de l'adaptation des logements, comment est-ce que l'on retarde le plus possible cette entrée en établissement, et puis également comment on répond aux besoins qui vont de toute façon être croissants. Et enfin, la dernière partie, donc, sur laquelle on va s'arrêter plus spécifiquement aujourd'hui, c'est la question de la mobilité et de l'accès aux services et aux équipements. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cet aspect-là, c'est notamment par rapport à ce qu'on pointait tout à l'heure sur un vieillissement de la population qui va être plus conséquent dans le périurbain. Et donc, ça pose un certain nombre de questions vis-à-vis de ces aspects-là. Alors, je vais enchaîner avec donc une première partie sur la mobilité. Donc là, c'est le travail de ma collègue Sophie Capitaine que je représente ce matin, qui est spécialiste des questions de mobilité. Et donc, ce qu'elle note, c'est sur la mobilité des seniors, d'abord une réduction du nombre de déplacements. Donc, si on prend la population majeure, donc les plus de 18 ans, on a 3,9 déplacements par jour et par personne en moyenne. On voit qu'on descend à 3,3 pour les 65-79 ans et à 2,1 pour les plus de 80 ans. Donc, on voit bien, voilà, que, encore une fois, en avançant en âge, on a des problématiques différentes et on a donc là presque une division par deux du nombre de déplacements pour les plus de 80 ans par rapport à la population générale. L'autre chose qui est intéressante à observer, c'est les modes de déplacement. Ce qu'on voit, c'est que le recours à la voiture, il va se réduire en vieillissant. Dès plus de 65 ans, on voit que le recours à la voiture, donc en orange, est moins important. Au-delà de 80 ans, ça se réduit encore et vous voyez un report sur la voiture en tant que passager qui est important. Donc là, ça veut dire aussi qu'on est dépendant d'une tierce personne pour pouvoir assurer ces déplacements-là. Autre aspect, la marche à pied augmente significativement. Donc là, au-delà de 80 ans, on est à 46% des déplacements par jour donc, qui sont réalisés à pied. Et puis, le dernier aspect, c'est le taux de recours au transport en commun, donc qui est en bleu. Là, vous voyez que le taux de recours est faible et il évolue peu en avançant en âge. Alors, vis-à-vis du périurbain, ce qu'on peut noter, c'est la forte dépendance à la voiture. Donc là, si on regarde simplement le taux de motorisation, donc la part des ménages qui ont au moins une voiture, chez les plus de 20 ans, on est à 70% des ménages qui ont au moins une voiture au Havre, et dans les autres communes, donc ce qu'on a appelé périurbain, on est à 90%. Chez les 65-79 ans, ça évolue peu, c'est un petit peu plus important. Par contre, au-delà de 80 ans, on a un recul de stock qui est important. On passe de 71% à 42% au Havre et de 90% dans le périurbain à 60%.
Donc là, on voit bien qu'au-delà d'un certain âge, le recours à la voiture, il peut y avoir un renoncement. Il peut y avoir aussi des phénomènes qui sont liés au fait que sur cette génération, les femmes sont plus souvent veuves puisqu'elles ont une espérance de vie plus importante et étaient peut-être un peu moins conductrices aussi. Donc, il y a peut-être aussi ces phénomènes-là qu'il faudra continuer à observer. Mais on voit bien une chute quand même tout à fait considérable en avançant en âge qui pose la question de comment sont assurés les déplacements et quelle est la mobilité possible une fois qu'on a un recours plus limité à la voiture dans certains secteurs du périurbain. Voilà, puis très rapidement, sur les motifs de déplacement, le premier motif, c'est les achats, près d'un déplacement sur deux chez les plus de 80 ans, et puis après, secondairement, plutôt les loisirs et les visites. Alors, elle pointe également, ma collègue, plusieurs initiatives qui participent à l'amélioration de la mobilité des seniors. Donc, d'abord, on a vu que la marche à pied était un mode tout à fait utilisé. C'est la question de l'adaptation de tout le mobilier urbain et puis certainement la sécurisation des parcours. On a également l'usage des transports en commun. Alors, vous avez vu que l'usage est encore très, très limité. On est sur un territoire comme vous le savez, qui a été entièrement reconstruit. Donc, on a aussi une facilité à se déplacer en voiture et on a des ménages qui parfois n'ont même jamais utilisé de transport en commun, qui les utilisent très, très peu. Donc, on a un phénomène de méconnaissance, de manque d'habitude. Et puis, des freins qui seraient liés à des peurs de tomber, de ne pas avoir de place assise. Donc voilà, ma collègue pointait le fait qu'on a eu beaucoup de travaux d'aménagement pour favoriser l'accès physique au transport en commun et que pour autant, on voit bien que ce n'est pas suffisant pour permettre vraiment d'augmenter le rapport, l'usage de ce mode de déplacement. Voilà, après, elle parlait également de la poursuite de la sécurisation de la circulation à vélo. Et pour l'automobile, tout ce qui était transport à la demande. Donc, on a déjà une offre, mais qui ne répond pas encore complètement aux besoins. Et puis, le véhicule autonome, mais ça, on n'est pas encore tout à fait au point là-dessus. Voilà, donc je vais passer la main à mon collègue Jean-François Marie pour aborder la question des services, de l'accès aux services et aux équipements de proximité. Donc, vous allez voir qu'on a en fait là-dessus, toujours avec cette idée d'accessibilité dans le périurbain. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, on a regardé différents travaux, notamment sur la ville du quart d'heure qui avait été fait par d'autres agences urbanistes, etc. Et on s'est arrêté plus particulièrement sur le travail qu'évoquait Julien tout à l'heure, donc qui a été réalisé par l'agence Topos dans le cadre du SCOT, sur la proximité, mais on l'a adapté pour les seniors. Et donc, je laisse Jean-François vous présenter cet aspect. Bonjour à tous. Du coup, il y a une troisième partie par rapport au contexte de vieillissement et par rapport à ce qui a été exposé sur la mobilité. On se met dans une posture du senior qui doit couvrir ses besoins absolument fondamentaux, basiques et finalement quotidiens dans le fameux quart d'heure qui, tout à l'heure, on voyait que c'était 900 mètres à pied. Ici, pour le senior, c'est plutôt 300 mètres. Voilà, donc c'est plutôt 300 mètres, ça sera la distance clé. On considère qu'effectivement, la distance devra être aussi réduite, aussi immédiate que possible. Ça, c'est le corollaire du senior qui a des difficultés. Ici, dans notre persona, on a imaginé quelqu'un qui ne pouvait pas marcher plus de 300 mètres. Voilà, ça, c'était la première donnée. Ensuite, la deuxième donnée, c'est de dire c'est des besoins de proximité sur des services basiques, sur des équipements élémentaires, sur le quotidien. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes pour un senior que pour une famille ou pour un jeune. Donc, on a imaginé ce besoin, et on l'a d'ailleurs documenté avec pas mal d'études, sur notamment déjà au moins un commerce alimentaire. On a choisi parmi cet ensemble de commerces alimentaires
Donc, des sous-types, la boulangerie, qui est l'emblème de se nourrir, le commerce de proximité, la supérette et l'épicerie qui sont souvent assez synonymes, mais aussi les hyper et les supermarchés. Et là, on s'est permis de localiser les points d'accès à ces espaces qui sont souvent un peu gigantesques, mais dont le déplacement est parfois facilité à l'intérieur. Mais le commerce alimentaire ne suffit pas à définir le besoin alimentaire, et il faut absolument qu'il y ait un équipement, ou plutôt même un professionnel de santé, dans ce qu'il engendre un conseil ou un avis médical pour le senior et un suivi régulier. Il n'est pas rare d'avoir des consultations hebdomadaires et même parfois des visites infirmiers aussi à domicile, mais là qui se passe à domicile, donc le problème étant retiré pour les infirmiers. Par contre, les médecins généralistes qui se déplacent à domicile, ça n'existe plus, en tout cas pas chez nous. Ça n'existe plus. Et donc, il faut aller voir le médecin généraliste, qui est un petit peu l'emblème de cette proximité, ou la pharmacie, ou quand ils sont regroupés parfois en maison de santé pluridisciplinaire ou dans des centres de santé, a fortiori les urgences, quand on est à côté des urgences, sont comptabilisées comme l'accès à la médecine, évidemment. Et on a ajouté, puisque la vie, ce n'est pas seulement la santé et la nourriture, c'est aussi du loisir, en particulier quand on est retraité et quand on dispose de temps. Et donc, avec ma collègue Aurélie, justement, on a sélectionné un ensemble d'équipements sportifs comme les bassins de natation, des équipements de convivialité comme les boulodromes, les plateaux extérieurs de jeu, mais aussi des équipements plus culturels, puisqu'on peut préférer la culture au sport, cinéma ou bibliothèque, par exemple. Mais on a considéré aussi, et ça c'était une partie importante de la composition de l'ensemble de définition de nos équipements, des espaces, on appelle ça des espaces extérieurs de convivialité, que sont les places, les esplanades avec des bancs, des jardins et des espaces verts, ou même ici au Havre, dans le cas spécifique du Havre et du littoral, la plage qui est considérée comme un espace extérieur de convivialité. Le point commun à tous ces espaces extérieurs, la troisième composante en quelque sorte du loisir, c'est d'avoir des bancs pour permettre évidemment une station assise. Alors ça, c'est les services élémentaires de proximité, c'est le « et » qui est la règle importante, c'est-à-dire qu'on doit avoir la conjonction de ces trois équipements et on met au même niveau, par contre, à l'intérieur de ces équipements, un bassin olympique de 50 mètres qu'un petit boulodrome de quartier. Et justement, l'intérêt, c'est ça. Et on met au même niveau qualitatif, en tout cas, pour se nourrir, l'hypermarché de 4000 m² que l'épicerie de 80 m², voire même de 30 m². Là, ce n'est pas un problème de quantité ou de taille, c'est vraiment un problème de qualité et de catégorie. Voilà. Et pour le professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste ou un service d'urgence, c'est le même type d'accès qui est considéré ici. Alors, on a bien conscience que ces services de proximité, conjugués dans un rayon de 300 mètres, il n'y en aura pas partout. Et donc, on a pour le mode piéton, donc les 300 mètres étant considérés comme le mode d'accessibilité en tant que piéton, on a imaginé compléter cette donnée par un accès à des arrêts de transport en commun, toujours dans cette aire de 300 mètres, avec ici l'espoir d'être relayé quant à la marche à pied pour pouvoir aller plus loin, justement, au cas où je n'aurais pas, en tant que senior, un service de proximité, un équipement de loisirs ou un professionnel de santé au pied de chez moi. Et dans ces cas-là, le critère qui est retenu, c'est un critère un petit peu double, c'est d'être à la fois un transport urbain et non pas un transport interurbain. Donc, on a évincé les gares régionales et en privilégiant, par exemple, les bus, les arrêts de tramway ou les arrêts SNCF quand il s'agit d'une desserte locale, parce qu'on en a au Havre, qui s'appelle la LER, la Lézard Express régionale. Et dans le deuxième critère, mais c'est corollaire du transport urbain, c'est que la fréquence doit être inférieure ou égale à 1 heure, c'est-à-dire qu'entre 6 h du matin et 20 h le soir, on devait avoir 14 passages au moins du transport en commun sur l'arrêt considéré. Donc ça, c'est pour compléter effectivement le bouquet de proximité par les transports en commun. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que Julien disait tout à l'heure. Là, effectivement, le critère, c'était bien d'être soit à pied, soit à vélo, soit en transport en commun, par défaut de vélo ici, puisque évidemment, ici, on considère que le transport en commun est le relais du piéton. Voilà. Donc, sur le choix, on a été très concret. On s'est porté dans notre scénario sur une commune périurbaine
qui s'appelle Épouville. Donc Épouville, c'est une commune qui est située à 12 km du Havre, au nord, au nord-est, et elle représente typiquement une commune périurbaine qu'on pourrait appeler ici au Havre la deuxième couronne, c'est-à-dire qu'on a le Havre, on a une commune qui s'appelle Montivilliers, et on a une commune qui s'appelle Épouville. Elles sont jointes au sein d'une vallée qui s'appelle la vallée de la Lézarde, d'ailleurs, où passe le Lézard Express régional, la ligne que vous voyez au milieu, un petit peu l'ossature, la colonne vertébrale de la commune qui longe la Lézarde, un petit cours d'eau. Et cette commune, elle fait 2670 habitants, 2500 pour fixer un peu les idées, et elle compte 682 seniors de plus de 65 ans, c'est-à-dire qu'elle a 25,6% de sa population qui est senior par rapport au Havre qui n'en a que 19,6%. Vous voyez, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, on a une surreprésentation des plus de 65 ans par rapport à la densité âge moyenne de la population, effectivement avec 25% de la population. Et si on pousse pour les plus de 75 ans, on a fait le calcul, 266 seniors. Donc vous voyez, ça fait tout de même 10% de la population qui a plus de 75 ans et pour lesquels il va falloir faire des efforts quant à favoriser l'accès à ces équipements de proximité. Alors, équipements de proximité, ici, sur cette commune, vous voyez sur la carte, c'est les petits points qui parsèment l'espace et qui se concentrent sur la zone un peu centrale, heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui va être le but de la démonstration. On a ici 3 commerces alimentaires de proximité, un supermarché, 2 boulangeries. Donc, c'est les carrés que vous avez en rouge sur la carte. Vous avez des équipements de santé de proximité, 2 médecins généralistes, une pharmacie, tout va plutôt bien. Et vous avez 5 équipements de loisirs, un polodrome, une salle multisport et un plateau extérieur. Donc, c'est plutôt un taux conforme, plutôt bon. Donc, on a tendance à dire tout va bien. Il y a un médecin pour un peu plus de 1000 habitants. Il y a 2 boulangeries plutôt qu'une, un supermarché de bonne taille. Mais pour autant, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça suffit à bien fonder la proximité? Est-ce que la commune suffit à fonder la proximité? Ben non. On va s'apercevoir justement qu'il va falloir aller un petit peu plus loin et qu'il va falloir justement regarder les zones. Notamment la jaune or que vous voyez sur la carte, compléter la zone grise, on en parlera un petit peu plus tard. La jaune or, un petit peu centrale, c'est la zone qui justement matérialise le fameux secteur central où il y a il y a les équipements des 3 types que l'on a évoqués tout à l'heure dans un rayon de 300 mètres. Donc, c'est une notion de cluster. Ça ne se pas que réservé au Covid, on s'en sert aussi pour spatialiser, grouper des équipements qui sont pertinents. Et ici, on a un cluster donc, qui permet une accessibilité, une quasi-immédiateté du quart d'heure pour le senior à pied dans cette fameuse zone des 300 mètres. Donc, cette configuration, elle décrit bien un pôle de proximité qui se compose de l'offre élémentaire complète, j'insiste sur ce terme, pour les seniors, tel qu'on l'a imaginé. La zone grise, donc les zones grises, puisqu'elle est discontinue, elle matérialise les zones tampons autour des arrêts de transport en commun qui font 300 mètres, là aussi. Donc, on considère que l'attractivité pour un senior, le senior ne pourra pas marcher plus de 300 mètres pour gagner un arrêt de transport en commun. Et ça prolonge, vous le voyez bien, cette couverture de proximité, mais c'est une connexion au réseau de transport qui emmène vers un autre pôle de proximité, mais ce n'est plus la même définition. Donc, ici, ce qu'on peut dire pour Épouville, une commune représentative chez nous du milieu périurbain, c'est que les équipements de proximité sont plutôt bien groupés, à part ce commerce que vous voyez un petit peu au sud-ouest, cette petite tache rouge, ce petit carré rouge, qui indique ici que, par exemple, en termes d'urbanisme, il faudra faire une connexion au centre-ville, un jalonnement, une facilitation. Peut-être, on parlait des voies cyclables tout à l'heure, peut-être qu'il faudra faire une voie lente pour des piétons, avec une surface adaptée. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent pour l'urbanisme ici. Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser pour les urbanistes que nous sommes. Et donc, la question qui se pose, ici, vous êtes encore sur une dimension d'accessibilité et de zone. Maintenant, on va croiser ces zones avec la population sur la 3e carte parce qu'elle va permettre de répondre à la question est-ce que la population est bien couverte par cet équipement de proximité? Alors, ce qui compte, ce n'est pas tant justement la zone des 300 mètres que ces seniors qui sont à moins de 300 mètres. Donc là, maintenant, on va les compter. C'est ce que vous voyez avec les points, ce qu'on appelle les points proportionnels. C'est des points qui grossissent en fonction de la taille de la population. Et ici, ce sont les seniors de plus de 65 ans qui sont cartographiés. Et on parle ici de potentiel parce qu'on conjugue ici une distance à ces fameux équipements, à ces pôles de proximité où
on considère que 300 mètres, c'est vraiment la clé. Et la population considérée, donc les fameux 682 seniors de plus de 65 ans ici. On se pose la question, comment c'est couvert par le pôle de proximité, comment c'est couvert par l'offre de transport en commun, toujours les deux couleurs, jaune et gris. La mesure, déjà à l'œil, vous voyez des choses, vous voyez une superposition entre des points qui sont de couleur grise et des points qui sont de couleur noire. Alors, la zone tampon en jaune vient faire le témoin central du pôle de proximité. Et vous voyez ici la population qui est grise, qui correspond aux seniors, qui sont la population qu'on peut trouver à l'échelle la plus fine possible dans des carreaux de 200 mètres de l'INSEE de 2015. Et ici, vous les voyez en noir quand ils sont concernés par la zone de proximité, donc quand ils sont concernés, quand ils sont heureux, parce qu'ils accèdent tous les jours à leur service du quotidien ici, puisque c'était considéré comme fondamental dans notre étude. Donc la cartographie, vous voyez quand vous avez une superposition parfaite des deux points, vous dites 100% c'est couvert, c'est un petit peu comme une couverture pour d'autres phénomènes. Et quand vous voyez une superposition où le disque noir est plus petit que le disque orange, c'est partiel. Et quand vous ne voyez qu'un disque gris, malheureusement, la population est isolée, ou en tout cas n'est pas dans les 300 mètres pour avoir l'ensemble de l'offre de proximité, c'est-à-dire qu'il y a au moins un équipement qui va venir à manquer parmi les trois types, voilà, qualitativement. Donc, on a mesuré les seniors à moins de 300 mètres pour les 682 seniors. On a mesuré finement 18,6% des seniors de plus de 65 ans, c'est-à-dire 127 seniors, ça c'est la magie du carvoyage qui permet cet examen assez fin, en tout cas à l'instant T en 2015, mais c'est déjà une donnée très précise. 127 seniors de plus de 65 ans sont à proximité immédiate, en tout cas dans les 300 mètres, et ont accès à un niveau élémentaire d'équipement tel qu'on l'a défini. Et à l'inverse, vous voyez, c'est tout de même 80% qui ne sont pas desservis, qui ne sont pas à proximité d'une offre complète de proximité et d'une offre élémentaire du quotidien. Par contre, on note 29,6% des seniors, donc 202 seniors qui sont rattrapés en quelque sorte par les transports en commun par rapport à leur proximité à cet arrêt de transport en commun et par déduction, donc 100 moins 18,6 moins 29,6, vous en avez 51,8, une majorité qui ne sont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qui n'ont accès ni, c'est le ni à un niveau élémentaire de service, ni au transport en commun. Donc, en quelque sorte, ce sont on pourrait tenter de dire, les isolés, les mal connectés ou les éloignés, en tout cas, de cette offre, que ce soit le service de proximité ou les services de transport en commun. Voilà, donc pour le maire ou pour la direction des services techniques, par exemple, de cette commune, ce sera des données probablement qu'on pourrait affiner ensemble, évidemment, avec les conditions locales. Donc, on peut aller après sur le terrain. Mais au moins, on a déjà une sacrée base de discussion pour aller échanger avec nos partenaires, les partenaires étant nos communes, et le vieillissement étant une des préoccupations, puisque les élus sont particulièrement sensibles sur la question du vieillissement et de cette accessibilité aux équipements fondamentaux. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste pour terminer, donc voilà la carte finale à l'échelle de la communauté urbaine. Vous voyez les zones oranges qui correspondent au périmètre sur lesquels on a accès à notre gamme de services et d'équipements de proximité. Les zones violettes qui correspondent aux zones où on a accès par les transports en commun, donc qui permettent d'agrandir un petit peu ce périmètre d'accès. Et maintenant, comme le disait Jean-François, il faut voir à quoi, par rapport à la population, là où sont un peu les trous. Donc, à l'échelle de la communauté urbaine, on compte 39% de la population qui a accès à pied, donc la population senior qui a accès à pied à un niveau élémentaire de service et à au moins un arrêt de transport en commun. On est à 53% au Havre et à 16% uniquement dans le périurbain. On a 41% qui a accès à au moins un arrêt de transport en commun, mais pas à un niveau élémentaire de service. Donc là, on a 41% au Havre, 42% dans le périurbain. Donc, on voit que la desserte en transport en commun est assez équilibrée. Et au bout du bout, on a donc 20% sur le territoire de nos seniors qui n'ont accès ni à cette offre élémentaire de service, ni au transport en commun. Et encore une fois, dans un périmètre de 300 mètres, qui est assez restrictif.
Ça couvre, donc là, on n'a que 6% au Havre, donc c'est très peu. Par contre, donc on aurait 42% de la population senior du périurbain qui serait dans ces zones où ils n'auraient pas accès dans les 300 mètres, ni au transport, ni au service. Voilà. Et avec Covid, c'est 10% de plus finalement. Voilà. Alors qu'on est dans un groupe bien structuré a priori. Alors, par contre, je crois qu'il reste 2 minutes. Juste une précision, c'est que cette méthode est parfaitement transposable parce qu'elle s'appuie sur des données ouvertes et un système d'information géographique. Ça, c'est important de le dire. Et si vous le voulez, vous adresserez à Aurélie pour avoir le lien vers une carte interactive pour aller plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres et de facteurs derrière qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer évidemment ici. Désolé pour les 5 minutes de plus. Merci beaucoup Jean-François et Aurélie pour cette présentation qui illustre je dirais, pleinement les enjeux de la proximité pour une partie de la population grandissante, même sur notre territoire. Je pense que votre exemple havrais peut se transposer dans notre territoire avec toutes les difficultés qui vont poindre sur l'accès à ces services de proximité pour nos anciens. Est-ce qu'il y a des questions? Le chat n'est pas très rempli. Une remarque de Francis. Bonjour Francis. Qui effectivement fait une remarque sur la qualité de l'espace public avec une notion que je ne connaissais pas de trottoir confortable continu. On voit bien l'enjeu effectivement de proposer des espaces publics de qualité, que ce soit pour les vélos comme le présentait tout à l'heure Julien, pour améliorer la pratique et l'envie de pratiquer, que pour nos anciens, pour faciliter leur déplacement et assurer cet accès aux services de proximité. La présence de ces services ne suffit pas, bien évidemment. Il faut pouvoir y accéder en toute sécurité et en toute sérénité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette présentation et cette expérience havraise? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole au cas où qu'il se manifeste? Non. Bien, je vous remercie pour l'ensemble de ces interventions qui sont très riches, qui vont nous faire avancer également sur d'autres développements sur la proximité. Comme le disait Julien tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur les questions de proximité en milieu urbain. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de pouvoir l'illustrer, le comprendre dans des espaces qui sont plus détendus, je dirais, en termes de densité de services. Donc, qu'est-ce que la proximité dans des milieux ruraux où effectivement la présence de services est plus distendue? Quelles sont à un moment donné les attentes de ces populations en termes de déplacement? Est-ce qu'effectivement le quart d'heure est toujours quelque chose qui est réaliste quand on a quelques kilomètres entre sa baguette de pain et sa maison? Voilà, il y a toute cette réflexion du ce que j'accepte de faire, l'effort que je peux consentir à améliorer mes déplacements décarbonés qui vont rentrer dans notre réflexion future. On va associer les territoires à cette réflexion. Julien anime déjà des espaces de discussion avec notre réseau de chefs de projet des petites villes de demain sur les territoires de l'Orléanais. La proximité est une question centrale de revitalisation des centres-bourgs et nos collègues y sont largement sensibilisés avec des commandes politiques sur ce sujet. Donc, on les accompagne dans cette réflexion. Nous aurons également à développer des questions sur la perméabilité urbaine. Pour revenir sur ces questions de qualité de l'espace public, c'est aussi des trajets facilités, directs, une certaine perméabilité dans nos tissus urbains qui favoriseront la pratique du vélo ou de la marche à pied. Donc, ce sont des éléments également que nous allons étudier pour avancer sur décarbonation et notre engagement vis-à-vis du changement climatique et de notre politique de transition dans notre programme de travail. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons clore ce webinaire. Hervé, tu voulais intervenir? Oui, juste pour dire aux personnes qui sont encore présentes que dans le chat, nous avons joint le lien vers les travaux de l'agence d'urbanisme du Havre.
Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et retrouver directement la page de publication qui renvoie aux travaux qui ont été présentés. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Quesaco. Nous avons un programme d'ici l'été sur encore là les copropriétés et puis notre système de visualisation des parcs d'activités début juillet. Et puis, nous sommes en train de vous préparer un programme pour la rentrée. Donc, merci à vous. À bientôt. Bonne Merci à vous. journée. Merci. Et Merci. très beau Au travail. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.